Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce troisième live Occitanie Basket Formation. Nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Pascal aujourd'hui. Bonjour Jean-Pascal, Bonjour Fabien. comment ça va? Bien, ravi d'être là, vraiment. Ça marche. Donc on va travailler aujourd'hui avec Jean-Pascal sur la détection et les priorités d'apprentissage sur la catégorie U13. Voilà, Jean-Pascal va nous parler de son expérience avec cette catégorie sur cette heure que nous allons passer ensemble. On vous invite à poser les questions sur le Facebook Live et on essaiera d'y répondre au maximum dès qu'on le peut pour que cette interaction soit intéressante pour vous qui suivez le live. Voilà, donc Jean-Pascal, je vais te laisser la parole pour débuter cette petite heure autour de notre catégorie U13. Voilà. Merci Fabien. Oui, effectivement, moi ça fait maintenant 3 ans que j'ai la coordination des U13 sur la région Occitanie au niveau de tout ce qui est détection et au niveau de la zone sud-est. Donc ça m'a permis de m'interroger sur cette catégorie d'âge et effectivement d'essayer de travailler sur tout ce qui est priorité d'apprentissage et de détection. Voilà par rapport à ça. Donc on va tout de suite commencer. Voilà. Ok. Juste le plan rapide de mon exposé, si j'arrive à aller au bout dans l'ordre imparti. Alors pour moi, on va vraiment commencer par tout ce qui est des aspects pédagogiques. C'est à mon sens un petit peu pour moi le cœur de mon métier, c'est la transmission. C'est avant de savoir quoi transmettre, c'est comment transmettre, comment effectivement voir comment l'enfant apprend et s'adapter au mieux pour l'amener vers un niveau de performance important. Et une fois que cet aspect pédagogique sera traité, effectivement, aborder tout l'aspect de la simplification technique avec un projet important pour moi qui est de jouer en avançant, qui sera le cœur de toute mon intervention. Et après, si le temps le permet, vous montrer des exemples de détection de joueurs avec différents profils. Donc, la première remarque, bon, c'est celle-ci. Effectivement, c'est pas le doute, mais c'est bien la certitude qui rend fou. Je me permets d'aborder comme ça parce que je pense qu'il y a quelques années, enfin, il y a 5-6 ans, si j'avais fait la même intervention, je n'aurais pas dit peut-être exactement les mêmes choses. Et j'espère surtout que si jamais je venais à refaire une intervention de ce type sur une thématique identique dans 5-6 ans, je ne dirais pas exactement la même chose. Voilà. Donc c'est bien pour dire, c'est pas une présentation professorale, je suis pas là pour enseigner quoi que ce soit, je suis pas là pour apporter une quelconque vérité. Mais par contre, je pense que l'expérience m'a permis d'avoir un certain nombre de convictions et surtout de pouvoir argumenter ces convictions. Donc c'est ce que je vais tenter de faire sur cette intervention. Et puis bien sûr, je suis tout à fait conscient qu'il existe d'autres démarches, d'autres cohérences, sans doute tout aussi efficaces. Et donc, moi, la véritable action d'information et de formation, c'est d'aller confronter ces démarches différentes qui parfois d'ailleurs peuvent aboutir à des résultats identiques. Voilà par rapport à ça. Alors, la notion pédagogique. Moi, j'ai souhaité aborder cette intervention en disant essayer de montrer ce qu'on fait depuis 3 ans, nous, au niveau de la région Occitanie, mais même au niveau de la zone sud-est, comment on met en place tous nos stages, nos entraînements au niveau de la détection. Et puis aussi d'aborder cette intervention en disant si moi j'avais une équipe U13 dans un club, comment je ferais. Voilà. Donc c'est surtout ça, et la notion de temps moi, me paraît toujours importante. Ça, ce que vous voyez là, c'est le nombre d'heures d'entraînement par mois d'une équipe U13 qui s'entraînerait 2 fois 1h30 par semaine, plus le match. J'ai compté le match. Donc voilà, donc ça nous donne sur l'année 161 heures de pratique fédérale. Je dis bien pratique fédérale parce que on sait que les enfants ont parfois la chance de pratiquer en dehors du club, heureusement. Voilà, donc c'est 161 heures. Pour moi, c'est la base de départ de tout travail. Je fais la même chose quand on est sur les stages de sélection. Et les limites de l'ambition,
Quand j'apporte ça, signifie que par exemple, si on veut se donner des thèmes de travail sur l'année, vous voyez, je veux, avec mon équipe, travailler les fondamentaux individuels, le tir, l'aisance, les fondamentaux défensifs, les fondamentaux collectifs, les pré-collectifs défensifs. Il faut que je répartisse ça dans mes 161 heures, et si je veux être un petit peu, c'est une présentation un peu cartésienne, voilà le temps imparti que ça me donne par thématique. Voilà. Et donc on s'aperçoit que sur l'année, j'ai pris sur 10 mois de travail, on aurait, mais bien sûr c'est un schéma, 3 heures de travail de tir par mois, ce qui est ridicule, évidemment. Et donc, je parle bien des limites de l'ambition parce que pour moi, ça va être très important d'aborder ça, donc de simplifier véritablement l'enseignement, de façon à ce qu'on puisse aborder le cœur de ce qu'on souhaite traiter avec les enfants, et surtout, qu'ils progressent et qu'ils apprennent. Et plus effectivement on va diluer l'apprentissage dans de multiples thématiques, moins je pense qu'ils vont apprendre. Voilà, c'était juste un petit peu le début de l'introduction. Et enfin, bien sûr, je pense qu'il faut, à partir de là, simplifier. Je crois que chaque entraîneur, nous, on l'est un petit peu moins, bien sûr, on est privilégiés, nous, puisqu'on a le privilège, justement, de pouvoir sélectionner nos joueurs, que les joueurs viennent avec une forte motivation, un niveau de détermination élevé, et souvent, ils ont derrière eux un niveau de pratique historique important. C'est pas le cas dans les clubs, où les entraîneurs que vous êtes sont confrontés à une hétérogénéité multiple, technique, parce que les enfants ne sont pas au même niveau, motrice, chacun apprend à des rythmes différents, comportemental, vous avez effectivement qui sont très réceptifs, d'autres moins, environnemental, les parents, motivationnels, etc. Donc on peut lister cette hétérogénéité de façon très importante, et si derrière on veut aborder la gestion de cette hétérogénéité, ça peut prendre, à mon avis, énormément de temps et énormément d'énergie. Donc, je reviens effectivement et je vais essayer d'aborder cet aspect lié à la simplification de tout ça, au service, bien sûr, de l'apprentissage et du joueur, de la joueuse. Donc, pour moi, le temps imparti ne permet pas de développer, je ne vais pas passer l'heure à faire de la pédagogie, ne vous inquiétez pas, on va venir sur les aspects techniques, mais pour autant, je crois que c'est au départ, c'est comme ça que moi j'aborde les choses, c'est comment, derrière, créer un contexte qui va favoriser les apprentissages. Et les gens qui me connaissent, qui travaillent avec moi, savent qu'il y a un domaine qui m'est cher, c'est franchir la porte du gymnase. Alors, moi j'ai beaucoup appris des sports de combat par rapport à ça, qui, au contraire de nous, ils ont beaucoup de chance parce que ils sont ritualisés par l'aspect vestimentaire. Je prends l'exemple évidemment du judo, avec le kimono, avec un rituel quand on met le kimono, un rituel de salut. Il y a effectivement la photo de l'inventeur du judo, Gigi Kano, qu'il faut saluer. Ils ont toutes des routines qui fait qu'il y a un sas. Il y a un sas entre le dehors de la salle de judo et l'intérieur de la salle de judo. Et moi, pour avoir vu des enfants, mon fils par exemple, je crois que vraiment ce sas-là, il est très favorable à mettre les enfants dans des conditions d'apprentissage. Et nous, on n'a pas ça. En tout cas, notre activité n'a pas ça, et donc c'est à nous de faire en sorte que quand les enfants franchissent la porte du gymnase, ils franchissent un sas. Et il ne s'agit pas de décréter, il faut le créer. Il faut créer cet environnement, ce contexte. En tout cas, moi, en stage, on s'applique beaucoup à ça, véritablement. Autour de deux choses très simples, vraiment, à mon avis, accessibles à tout le monde. Un, c'est la connaissance du projet de jeu. Associer systématiquement les enfants à ce qu'on va faire dans la séance, dans l'année. Ils doivent savoir avec précision là où on veut les amener. Voilà. Donc ça veut dire encore plus important de simplifier, parce que si on a de multiples thématiques qu'on veut aborder, on veut les amener dans plein d'endroits, ça sera compliqué pour eux de se repérer. Mais en tout cas, les associer pleinement, et dès qu'ils franchissent la porte du gymnase, ils savent ce qui va se passer globalement. Comment ça va se passer, pas forcément, mais qu'est-ce qui va se passer, et ce qu'on veut leur apprendre sur la séance. Ça me paraît très important. Puis après, une autre chose très simple, mais vraiment d'une grande simplicité, c'est l'identité vestimentaire. J'en parlais pour les sports de combat.
Euh, ces deux petites photos là, l'une de l'équipe de France évidemment, hein, avec le maillot France, c'est l'identité autour du maillot France. Et puis ce jeune groupe de joueuses qui sortent d'un stage et avec de multiples couleurs, de multiples vêtements, etc. Donc il est absolument impossible de dire d'où viennent ces joueuses, de quel club elles sont et qu'est-ce qu'elles viennent de faire, etc. Voilà, et je pense que ça, c'est important, vraiment, et d'autres choses aussi simples que ça, autour de la notion d'appartenance. J'appartiens à une équipe, et je ne viens pas uniquement par rapport à un projet individuel, ou un projet social, je dirais, c'est-à-dire un projet social, venir avec mon ami, rencontrer mon copain, voilà. Ce projet social, à mon avis, moi, il est pas, vraiment pas suffisant. Il faut que le projet sportif et le projet d'appartenance deviennent très très forts, et ça, dès le plus jeune âge, et je crois surtout, on sait que c'est des éléments qui sont très importants à la préadolescence et à l'adolescence, sur lesquels, je crois, on ne joue pas assez. Voilà, sur ce sentiment d'appartenance. Et ça, on va pas gommer l'hétérogénéité dont j'ai parlé précédemment uniquement par ça, mais je vais bien créer un contexte d'apprentissage favorable qui va après aider ces jeunes joueuses et ces jeunes joueurs à l'adhésion au projet. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas s'il y a des questions, parce que je sais que en tout cas, moi, c'est un domaine qui m'est cher, sur lequel je travaille beaucoup, et comme je pense le maîtriser un petit peu, qui me donne plutôt de bons résultats. Ouais, Jean-Pascal, j'ai une petite question par rapport à ça. Comment est-ce que tu penses que tu peux le développer, du coup, ce sentiment d'appartenance au club et cette partie de SAS dont tu parles? Oui, oui. Ah ouais, je ne veux pas être trop loin dessus. Moi, je parlais d'identité vestimentaire. Ça, je pense que, alors bien sûr, il y a un coût pour les clubs, mais je pense qu'il peut être remboursé 100 fois par. Il y a des tenues d'entraînement, et il n'est pas des tenues d'entraînement, juste des petits chasubles quand même au moment du match. Il y a, dès que je franchis la porte du gymnase, je me mets en tenue. Au même titre que je mets mon kimono quand je veux faire du judo, je mets ma tenue d'entraînement. Ça peut être un simple maillot, évidemment, sur lequel, si en plus il peut y avoir mon nom et mon numéro, c'est encore plus important. S'il peut y avoir le nom du club, c'est encore plus important. Mais ça, par contre, c'est quelque chose qui, moi, je sais, on le fait évidemment sur les stages. Je l'ai fait quand, par le passé, parce que je me suis occupé du 13. Et évidemment, ce sas-là est important. Après, j'insiste sur le fait, et je le verrai, les enfants doivent savoir comment la séance va se dérouler. Voilà. Ce sera ma conclusion là, à la fin. Mais quelque part, dès qu'ils franchissent la porte du gymnase, ils ne sont pas dans une interrogation complète de savoir comment les choses vont se passer. Voilà. Ils savent exactement la routine d'entrée de séance, le cœur de séance. Après, ce qu'on va y faire, bien sûr, il faut qu'il y ait des choses qui les surprennent, il faut qu'ils s'adaptent à des contraintes, évidemment, mais grosso modo, ils connaissent le déroulé de la séance. Voilà. Pardon, sur ces deux choses-là. C'est ce que j'évoque sur la connaissance du projet sportif et l'identité vestimentaire, et surtout, ils savent vers là où on veut les amener sur le plan technique, sur le plan stratégique, parce qu'il peut y avoir un peu de stratégie, on le verra, même en U12 et en U13. Voilà. Donc, du coup, tu mets en place des routines d'avant-entraînement pour que les joueurs ou Absolument. les joueuses soient prêtes à commencer à s'entraîner derrière. Exactement, exactement. Ouais. Et après, ces routines, elles prennent parfois du temps. Il ne s'agit pas de les décréter pour que ça se passe bien. Et c'est des routines sur lesquelles, par exemple, moi, je suis beaucoup plus, je dirais, attentif au respect de ces routines-là que parfois savoir si, au départ, savoir s'il fait une mauvaise passe ou s'il fait un mauvais choix de tir, etc. La création de ce contexte d'apprentissage, vraiment, pour moi, est la priorité du départ. Et c'est la chose qu'on fait avec beaucoup plus de facilité pour nous, bien sûr, en sélection. C'est vraiment effectivement ce contexte d'apprentissage qu'on cherche à mettre en place. Donc, le développement de l'autonomie commence dès les U13, si je fais une petite caricature. Oui, oui, si on veut parler d'autonomie, ouais, bien sûr, ouais, exactement. Parce que, pour résumer, dès que je franchis la porte du gymnase, je m'entraîne. Et surtout, dès que je franchis la porte du gymnase, j'attends pas que quelqu'un m'entraîne. Ça, voilà, s'il y avait un résumé, ce serait celui-ci. Mais ça se crée, ça se développe, évidemment. Hein. Mais la notion de je m'entraîne, c'est le joueur, la joueuse qui s'entraîne. Et c'est pas l'entraîneur qui l'entraîne. Voilà. En tout cas,
Ça, c'est une conviction forte. Ça marche. Ben, je te laisse poursuivre. Merci. Donc bien sûr, ça va, si on veut que les enfants aient une connaissance du projet technique, il faut le simplifier. Et pour moi, on le simplifie autour d'un slogan, jouer en avançant. Vraiment, tout ce qu'on va faire, que ce soit sur le plan offensif ou sur le plan défensif, va être autour de cette notion de jouer en avançant. Et parce que moi, j'appelle les outils techniques beaucoup plus que les fondamentaux. Voilà. Pour moi, l'aisance générale, quand je parle d'aisance générale, c'est effectivement tout ce qui a trait au dribble, l'aisance dans la passe, l'aisance dans les appuis, l'aisance dans la motricité. Donc je parle de cette aisance générale-là, qui est importante, fondamentale, bien sûr, si on veut reprendre ce terme. Les tirs, les différents tirs, tout ça pour moi ce sont des outils techniques indispensables à l'accession au niveau supérieur, on est bien d'accord par rapport à ça, mais ce sont des outils techniques qu'on va développer dans le cadre de ce projet de jouer en avançant. Voilà. Vraiment. Et donc je vais essayer maintenant de vraiment appréhender, d'argumenter mon propos autour d'images, là-dessus, sur cette notion, effectivement. Tout ce qu'on fait, on le fait pour jouer en avançant, qui va nous permettre de développer des compétences dans les outils techniques, qui sont le dribble, qui sont la passe, qui sont la gestion des appuis, qui sont les différents tirs, autour de ça. La première chose, effectivement, donc ce document-là, avec les images que vous allez voir, ils sont extraits donc, de sélection de zones, de tournois interterritoires, intercomités de zones, qui regroupent pour certains les meilleurs joueurs français, donc c'est effectivement plus simple de trouver des images de grande qualité. Je crois qu'il y a une notion qu'il faut bien prendre en compte sur ce que vous allez voir dans les images. Ce sont des équipes qui ont très peu d'entraînement. Avant ces stages, elles ont en commun, je parle bien en commun, elles ont entre 3 voire 4 jours pour certaines de stage avant le tournoi. Et ce que je trouve très, très pertinent, c'est que ça évite d'en faire des équipes de coach. Quand je dis que souvent, dans ces catégories, il est facile de voir des coachs qui prennent la main mise sur tout, les coachs qui font de la PlayStation, qui disent passe-toi à droite, passe à gauche, tire à 3 points, revient en défense, etc. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils gèrent leur frustration de ne pas pouvoir être sur le terrain en guidant leurs joueurs en permanence. Le fait d'avoir très peu de temps de préparation, on peut le regretter, mais en fait, ça en fait effectivement des équipes de joueurs. Et ça oblige les coachs effectivement à ne pas passer par des recettes abusives ou qui permettent de masquer des incompétences techniques, qui sont évidemment nombreuses à cet âge-là, voilà, mais qui permettent aux joueurs de s'exprimer dans un cadre. Voilà. Donc ça, c'est chose qui me paraissait important et qui correspond un petit peu également à moi ce que je souhaite développer. Fabien parlait d'autonomie, on est là-dessus, on pourrait parler de prise d'initiative, de prise de responsabilité, qui vont aussi, à mon sens, développer après des compétences techniques chez les joueurs. Et enfin, je crois que l'observation des meilleurs tout le temps, alors pas seulement je pense sur les catégories 12 ou 13, mais tout le temps je pense que c'est l'observation des meilleurs qui constitue des pistes de travail pour rendre nos joueurs tels qu'ils soient, effectivement, de meilleure qualité. Moi je crois vraiment que les pistes de travail, on les prend en observant les meilleurs. Véritablement, puis après, effectivement, en faisant son travail, pédagogique et technique, d'adaptation au niveau et au contexte dans lequel on travaille. Voilà, donc là, rapide, je ne vais pas t'entourner, mais je vais rester là-dessus. On va parler de tout ce qui est comportement transitionnel et après, je ne vais pas parler de fondamentaux individuels, de fondamentaux précollectifs ou de fondamentaux précollectifs défensifs, d'outils. Voilà, on va parler d'outils autour de ça, avec au départ la gestion des comportements transitionnels. Alors, bien sûr, tous les jours apprennent différemment. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai bien pu comprendre au fur et à mesure de l'expérience qui est la mienne, c'est-à-dire qu'une seule méthode ne va pas correspondre à tous les joueurs. Donc l'adaptation au profil et aux capacités d'apprentissage du joueur est une chose importante. Plus on a de temps, plus on peut s'adapter, moins on a de temps, moins on peut s'adapter. Voilà, évidemment. Là-dessus, mais ça, les joueurs apprennent différemment. Pour autant, je pense que aborder l'apprentissage du 12 du 13 au travers des comportements transitionnels,
c'est justement pour moi l'élément fondamental. Véritablement. Voilà, et donc c'est ce que je vais essayer un petit peu de démontrer. Plus que d'avoir une approche techniciste, autour, par exemple, je vais commencer par ce fameux millefeuille technique, je vais commencer par le tir en course, puis après je commencerai par le tir extérieur, puis après je ferai faire de la passe, puis après je ferai faire du dribble, etc. Cette forme de millefeuille où je superpose des couches d'apprentissage technique, je pense véritablement, hein, je ne suis pas convaincu, j'espère que vous trouverez des gens qui peuvent vous expliquer le contraire, mais je pense que ça ne marche pas. Voilà. En tout cas, ce n'est pas ce qui permet d'amener à la performance. En tout cas, moi, c'est toujours par les comportements transitionnels que j'aborde. Donc, il y a 3 types de transitions, pour simplifier. Voilà. Les transitions individuelles, on verra, qui sont très simples. Transition offensive, transition défensive. Avec au cœur, jouer vers l'avant. Tout le temps. Voilà. Toutes ces transitions, elles vont se faire autour de la notion de jouer vers l'avant. On verra, surtout en défense, je dirais même. Facile en attaque de la gestion de jouer en avant, mais surtout en défense, bien sûr. D'arriver à jouer vers l'avant. Donc, la transition individuelle, voilà, il y a un peu d'écriture. C'est la plus simple. Voilà, c'est la capacité à enchaîner les actions sans temps de latence. Le joueur débutant, souvent, ou le joueur qui a du mal dans les transitions, il fait une action, puis il s'arrête de jouer, puis il en fait une autre, puis il s'arrête de jouer. Donc cette capacité à continuer à enchaîner les actions offensives, défensives, techniques, actions sans ballon. Voilà. Alors moi c'est pareil, je pense que amener ça s'enseigne ça. Ça s'enseigne cette transition individuelle. Faut faire. Moi je regarde beaucoup les joueurs qui ont du mal à enchaîner là-dessus et je pense que c'est très favorable à l'apprentissage technique. Ça crée beaucoup d'attention. Le fait d'être dans des transitions permanentes et de ne pas s'arrêter est très favorable à l'apprentissage. Je pense que ce sont des joueurs qui apprennent plus facilement. Ensuite, parce qu'ils multiplient les expériences motrices, voilà, ils ne s'arrêtent pas de jouer. Sans forcément être des forts joueurs. On parlait d'hétérogénéité précédemment. Il n'y a pas besoin d'être un très fort joueur pour enchaîner les actions. Parfois, effectivement, c'est des actions qui techniquement sont en difficulté, mais s'enchaîner. Donc on va voir sur des choses très très simples, hein, on va pas là-dessus. Voilà. Alors, vous voyez là? Vous voyez ou pas? Non, Jean-Pascal, on n'a pas la vidéo, en tout cas pour le moment. D'accord. Alors, voilà, c'est bon? C'est bon, parfait. Voilà, Tout va bien. ok, pardon. Donc je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit, hein, sur cette capacité qui s'entraîne à enchaîner. Voilà. Par exemple, on va essayer de suivre cette joueuse là, ici, voilà, qui va enchaîner, vous allez voir, interception, relance passe, continue derrière, voilà, rebond off, présence au rebond off, ici, repli défensif, voilà, de façon très simple, mais elle va changer de joueuse, voilà, je ne sais pas si c'est souhaité ou pas, et après elle est engagée, voilà, à son rythme, voilà, pour enchaîner sur l'action, donc voilà, sur l'action, alors bien sûr, hein, on voit une joueuse qui est d'un niveau technique plutôt moyen, qui enchaîne, une joueuse numéro 7, qui est d'un niveau technique supérieur, qui, dans le repli défensif, dans le rebond, dans la relance du jeu, crée de l'espace après, je crée de l'espace, ici, derrière, je défends en avançant, je reviens, voilà, et après, par exemple, le joueur, on va pas rester, je pense que vous comprenez aisément, voilà, qui va enchaîner, ici, situation de 1 contre 1, fixation, je reviens dans le jeu, et après je réattaque, on le reverra, joueur, voilà. Voilà. Donc c'est le fait, voilà, cette capacité à enchaîner, et ça, je pense que quel que soit le joueur qu'on a, ça s'entraîne, ça s'enseigne, et que c'est un préalable fort d'une grande simplicité. Jean-Pascal, j'ai une petite question avant que tu abordes les aspects plutôt collectifs. Est-ce que cet aspect de transition individuelle, il est très facile à enseigner? Est-ce qu'il est plus facile à enseigner qu'une mécanique de tir, par exemple, pour toi? Alors,
j'ai dit précédemment que les joueurs apprennent différemment, donc je vais pas faire une réponse entre deux. Je pense que c'est plus facile parce que derrière, je crois qu'on peut trouver des situations pédagogiques, c'est-à-dire il suffit qu'à l'entraînement, on se dise 80, entre 60 et 80% de mon temps, les joueurs traversent le terrain. Pas forcément en 5-5 d'ailleurs, hein. On peut traverser le terrain sur des situations de surnombre offensif, de surnombre de jeu réduit, mais de toute façon, on traverse le terrain et il y a toujours des situations de transition offensive, transition défensive dans tout ce qu'on fait. Et on n'accepte pas, encore une fois, hein, je dis de 60 à 80% du temps, on n'accepte pas de faire des situations sur demi-terrain, très peu, à minima, voilà, là-dessus, sur ce cœur de séance. Et tout ce qu'on fait, il y a des transitions. Voilà. Il y a des changements de statut qui font qu'on oblige les joueurs à être effectivement dans une activité permanente, avec des actions techniques. Il est clair que si on fait du 2-2 tout terrain, le joueur aura la balle, devra produire des actions techniques, même si c'est un débutant, parce que de toute façon, le nombre de joueurs va chez lui devoir créer des actions-là, et ça te permet facilement de corriger. Dans le 5-5, c'est beaucoup plus difficile de corriger l'activité des transitions individuelles de chacun. Mais sur des situations de 2-2 tout terrain, en continuité par exemple, c'est très facile de corriger ça. On verra après, je vais y venir, sur tous les aspects liés au rebond offensif par exemple. Comme on parle d'aspect comportemental, je pense que c'est plus facile à enseigner que quand on parle d'aspect technique, au départ, avec des jeux de joueurs. D'accord. Donc c'est pour un entraîneur plutôt novice, c'est aussi du coup plus simple d'acter sur cette dimension de transition, peut-être que d'apprendre de la technique aux joueurs et de les corriger et de les faire progresser sur cet aspect technique. Oui, moi je crois vraiment. Je crois, et en plus je pense que c'est plus facile pour lui d'envisager des séances où il va faire jouer ses enfants, ses joueurs de 12-13 ans, en 2 contre 2, 3 contre 3, etc., en 2 contre 1, 3 contre 1, etc. C'est plus simple. Il sera plus à l'aise, lui, parce qu'il ne va pas devoir transmettre un contenu technique comme s'il veut aborder sa saison autour de l'apprentissage technique du tir, par exemple. Il faudra qu'il puisse transmettre un contenu technique que peut-être l'entraîneur novice dont il parle n'a pas. Voilà. Il sera peut-être mal à l'aise et sa transmission sera peut-être plus compliquée que s'il aborde par quelque chose qu'il connaît parce qu'il est souvent joueur, voilà, autour de ça. Et j'ai la conviction qu'on favorise l'apprentissage à terme technique par ce type de comportement. Ok, bah, je te laisse poursuivre sur les transitions collectives. Bon, la transition offensive, alors bien sûr, au niveau de la projection vers l'avant, hein, je parle plus de projection vers l'avant que de contre-attaque. Donc vous allez voir, la capacité à développer le jeu sans ballon. Voilà, donc je crois que Patrick intervient là-dessus, Patrick Chicane, mon collègue, jeudi là-dessus, mais je pense que vraiment, les comportements transitionnels permettent une première approche, je pense, chez les jeunes joueurs du jeu sans ballon, avec cette notion de passe diagonale, qui est pour moi vraiment, alors déjà, un bon outil d'évaluation. Voilà. C'est un repère d'efficacité. Du comportement transitionnel offensif, on va le voir, là, cette passe diagonale là. Voilà. Voilà, celle-ci. Quand on a un joueur qui court à l'opposé de la balle et qui donne une solution vers l'avant à l'opposé de la balle, c'est-à-dire qu'il est capable, lui, effectivement, de conceptualiser que cette notion, on parle de passer dans le dos du repli défensif, voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est fondamental à enseigner. Et dès qu'on peut trouver ça, on a un jeu sans ballon dans la projection vers l'avant qui est vraiment efficace. Voilà. Ici, voilà, ce joueur ici, qui va passer dans le dos et qui, à la fois, a bien compris, qui crée de l'espace. Et ça, c'est quelque chose hein, je pense que vous maîtrisez tous hein, dans la notion de couloir, etc. Mais cette notion de passe diagonale qui est pour moi vraiment un très très bon repère d'efficacité. Voilà. On retrouvera plus loin, voilà, tout le temps. Ouais, bien sûr, hein, on peut évidemment discuter de la qualité de, comme on va le voir là, du repli défensif, mais peu importe. Peu importe, encore une fois, voilà. La qualité de course de ce joueur, hein, qui
effectivement, va pas rester au niveau de la balle, comme parfois on peut le voir, ou qui va revenir au rythme de son défenseur, mais qui va vouloir passer dans le dos de son défenseur, créer un espace de passe pour aller se projeter vers l'avant et créer une situation de tir favorable. Voilà. Et ça, franchement, je pense quelque chose de très important à enseigner. Et c'est encore du comportement. Les qualités des transitions. Alors, réagir à un signal. Réagir à un signal va être un facteur pour moi de développement de la passe. On a vu du jeu sans ballon, bien sûr, et de la passe. Dès qu'on a du jeu sans ballon efficace, on a du jeu de passe. Voilà, vous allez le voir. Voilà, ce jeu de passe vers l'avant, ici, avec des joueurs qui l'équipe blanche là était très très forte. Là. On va le voir. Ici, regardez. Là. Vraiment, hein, des qualités. Alors bien sûr, l'organisation, on peut discuter de l'organisation de repli défensif de l'équipe noire, et évidemment, hein, c'est pas le problème. Le problème, c'est la vitesse de réaction à un signal. Gain balle, voilà. Et vraiment, presque un sprinter. Et ça, c'est du comportement, c'est pas de la technique. C'est du comportement. Le problème technique, ce sera la gestion de attraper sans marcher, attraper sans perte de vitesse, enchaîner sur attraper, dribbler, etc. Voilà, ça. Et c'est pour ça que je pense que ces comportements sont favorables au développement des outils techniques, hein, là-dessus. Et que si on n'a pas ça, je pense que, par exemple, je pense au développement du jeu de passe, ben, ça sera moins de voilà, encore une fois. Ici, regardez, c'est un joueur de grande taille, hein. Là, c'est un jeune joueur de grande taille qui fait 1m80, là. Qualité de course. Voilà. Et bien sûr, toujours pareil, développement du jeu de passe. Et là, il n'y a pas besoin de se mettre face à face, de savoir s'il faut mettre les pouces vers le bas pour donner comme il faut, mais juste effectivement reconnaître un espace et lâcher la balle au bon moment. Voilà. Voilà. Donc, développement du jeu de passe et des compétences informationnelles dans la qualité de transition des joueurs. L'usage efficace du dribble. Je ne pense pas qu'il y a une bonne façon de jouer la contre-attaque, par exemple, une bonne façon de se projeter vers l'avant. On ne peut pas dire que la contre-attaque c'est le jeu de passe, la contre-attaque non. Je pense qu'il y a répondre à une situation et répondre le mieux possible à une situation. Et l'usage du dribble vers l'avant, ben, c'est parfois la réponse. Voilà, on va voir un joueur de grande taille, là, ici, voilà, qui va franchir le premier rideau défensif pour s'offrir les lignes de passe. Voilà, c'est un joueur qui fait plus d'1m80, là. Voilà. Et qui favorise clairement le comportement traditionnel de ses partenaires en franchissant le premier rideau par le dribble. Pareil, là, il n'y a pas. Il franchit. Après, on peut, mais évidemment, hein, ils ont 12-13 ans, on peut discuter après là, de la qualité technique, mais c'est pas le problème. Parce que je pense que c'est en multipliant des situations de ce type qu'ils vont développer des compétences techniques. Voilà. Voilà, traverser tout le terrain, c'est un jeune joueur gaucher, pareil, qui fait plus d'1m80. Donc voilà, des exemples. Voilà, plus facile. Voilà. Alors, rebond offensif, Julien, là, mon collègue, a fait une très belle intervention sur le rebond offensif. Si vous ne l'avez pas suivi, je vous encourage vraiment à la voir. Je trouve elle est éclairante, à la fois par la qualité de ses propos et par la qualité des images, hein, pour argumenter, vraiment. Et je crois que vraiment, ça fait partie d'un aspect. On est bien dans les apprentissages comportementaux. Et le rebond offensif, c'est un élément fondamental de l'apprentissage du jeu vers l'avant. Vraiment. Okay, parce que c'est accessible à tous. Je vais au-delà des problématiques de taille. Pensez que le rebond offensif c'est réservé aux petits ou aux grands, pardon. Non, je pense que c'est pas une bonne façon, c'est pas l'exemple qui sera grand, qui sera petit. Donc quand on parle de gestion d'hétérogénéité, voilà, c'est un comportement accessible à tous dans la mesure où les enfants courent. Je crois que c'est le lien indispensable entre la contre-attaque. La contre-attaque amène des tirs parfois avec beaucoup de vitesse, des tirs au contact, notamment je pense dans le basket féminin où il y a un niveau d'efficacité qui est faible, et donc le jeu de contre-attaque amène beaucoup de rebonds. Vous comprenez aisément qu'il n'y a pas de box-out possible. C'est difficile, la défense est dans le repli défensif, et donc c'est un moment privilégié de rebond offensif, le jeu de contre-attaque. Voilà. Alors,
ça facilite clairement la prise d'initiative autour du tir. Alors ça, j'en suis persuadé. Voilà, j'ai encore une fois la conviction. C'est-à-dire que les jeunes joueurs tirent plus facilement quand on a un rebond offensif très efficace. Donc, comme ils ont plus d'intention autour du tir, sans doute pour moi, ça va être plus facile de développer de l'apprentissage. Et ensuite, mais plus tard, petit à petit, je pense que d'avoir des gens qui plongent énormément en rebond offensif rend l'obligation de travailler le rebond défensif. Voilà, évidemment, c'est une conséquence. Et les équipes qui s'entraînent, qui sont fortes au rebond off, je pense, sont des équipes qui à terme sont fortes au rebond défensif, parce qu'elles sont confrontées à cette problématique à l'entraînement. Voilà, donc quelques images. Voilà, c'est ce qu'on nous on mettait en place, travail à 3+2, c'est-à-dire que dès qu'il y a un tir, il y a 3 joueurs qui plongent au rebond off, et encore une fois, voilà, je vous expliquerai les notions de rôle et d'espace. On va le revoir avec toutes ces flèches là. Donc 3+2, 3 qui plongent, 2 qui reviennent sur le repli. Voilà, tout le temps, et plonger fort au rebond off. Et ça, c'est quelque chose qui s'enseigne, qui s'apprend. Alors, juste, par rapport à ce que j'évoquais, est-ce qu'on gère une organisation par espace ou par rôle? Je veux dire, peu importe. Franchement, je trouve que moi, je préfère travailler par rôle, c'est-à-dire désigner, parfois en fille ou en garçon, on fait 4+1 même parfois. C'est-à-dire à 4 au rebond off et 1 qui gère le repli défensif. Moi, ce qui m'importe, c'est que c'est un moment de transition très fort. Que dès qu'il y a un tir, il y a soit une anticipation du repli, soit une activité au rebond off. Et donc, il n'y a jamais, et on le voit très souvent, des joueurs qui restent à ne rien faire sur cette phase-là. Donc, c'est une phase importante de transition. Et puis en plus, derrière, je pense qu'on peut prendre beaucoup de ballons. Donc moi, je préfère par rôle. Je désigne qui va au rebond off, qui a son repli. Je trouve qu'on gagne du temps sur les temps de réaction, sur les transitions. Mais j'entends tout à fait les collègues qui préfèrent fonctionner par espace, en fonction au-dessus, en dessous de la ligne des lancers francs. Donc voilà, je pense que c'est un faux débat. C'est juste que chacun soit à l'aise après avec ce qu'il enseigne. Voilà. Voilà, donc quelques images. Là, c'est des finales nationales. Donc ce sont les meilleurs joueurs français. Et c'est une constante. Toutes les équipes ont un rebond offensif incroyable. Voilà. Tous les joueurs plongent. Là, le joueur numéro 13, c'est un joueur qui était quasiment débutant, avait une activité au rebond offensif absolument incroyable. Donc voilà. Regardez, ça, ce comportement, il est remarquable. Voilà, on voit même ici qu'il y a ce joueur, là, ici. Voilà. Alors lui, dans cette capacité d'aller au rebond offensif, on voit que c'est quelque chose qui a été enseigné, qui a été appris, et lui, va carrément, voilà. Ça, c'est tout à fait remarquable comme comportement sur des jeunes joueurs, U13, voilà. Et ça, c'est remarquable. Et on voit qu'il y a eu un travail vraiment important qui a été fait là-dessus, sur le rebond off. Et puis un lien indispensable contre-attaque rebond off, bien sûr, par rapport à ce que j'ai évoqué. Puisque cette projection vers l'avant, c'est pas parce qu'un de mes partenaires va enchaîner sur un lay-up que je m'arrête de courir et je continue à me projeter vers l'avant tout le temps. Voilà. Je continue à me projeter vers l'avant et d'enchaîner au rebond. Voilà, très bien, regardez. Ce joueur-là, c'est vraiment intéressant. Regardez où il était. Voilà. Et il continue à se projeter. Donc cette notion de jouer en avançant tout le temps, dans ce lien. Voilà. Je crois que les deux vont ensemble tout le temps. Hein. Dès qu'on veut que nos équipes se projettent vite vers l'avant et enchaînent sur des tirs de contre-attaque, voilà, on enseigne le rebond off. Tout le temps. Voilà. Regardez, ici. Et même encore une fois, là, je finirai sur cette image parce que on va essayer d'aller au bout de l'intervention. Alors, encore une fois, ça aussi c'est très important, et même la liaison parfois avec des niveaux supérieurs, où le fait, il l'a pas eu, mais derrière, il la pose en touche. Voilà, c'est parfait. C'est parfait, voilà, et derrière, ils vont pouvoir défendre haut sur une situation arrêtée.
Oui, Fabien. Ouais, j'ai une petite question. À quel moment tu parles de ce projet de jeu autour du rebond et du jeu vers l'avant avec tes joueurs et tes joueuses? À quel moment tu leur présentes? Dans la saison? Dès le début? La première séance. D'accord. La première séance. Voilà. Je sais pas si. J'imagine que tout le monde a vu de Last Dance. Oui, bien sûr. Michael Jordan, Voilà. on pouvait Ouais, pas ouais, rater ce donc reportage. il se donne un thème de saison. Voilà. Ben, nous, chaque fois qu'on commence, le thème de saison, c'est jouer en avance. Voilà. C'est ça. Et tout va être là-dessus, et le rebond offensif, c'est vraiment le plus simple, je pense, en termes de comportement à amener, et ça s'enseigne. Il faut juste, par contre, ne pas être impatient, parce qu'il y a des enfants qui vont très très vite arriver à se projeter vers le rebond offensif, et d'autres pour lesquels ce sera plus long. Et accepter parfois, voilà, cette notion de temps inhérente à chacun. Voilà. Ok, je te laisse poursuivre sur les Merci. aspects plutôt défensifs cette fois-ci. Pour défendre en avançant, voilà, donc ça, là, par contre, ça permet effectivement d'être dans une logique de pas avoir un projet offensif, un projet défensif, c'est la même chose. Ensuite, défendre en avançant, c'est une attitude, c'est un comportement, c'est pas une compétence. Je fais un petit point par rapport au basket école, voilà, et j'y reviendrai. Moi qui j'ai fait du basket école, il y a certes très longtemps, mais j'ai fait du basket école, et je me suis aperçu que les enfants ils défendent tous en avançant quand ils font du basket école. Voilà, ils défendent avant tous souvent vers la balle, ou ils avancent tous sur des lignes de passe. Voilà, ils avancent énormément. Et après, nous, on veut les rendre un peu schizophrènes. Et donc, on leur dit qu'il faut qu'ils prennent leurs joueurs de partout et qu'ils voir des images là. Voilà, et on arrête ça pour ensuite, quand ils s'approchent des niveaux supérieurs, quand ils rentrent sur des bulletins élites, et puis après ensuite, on leur redit qu'il faut défendre les lignes de passe, ils deviennent fous. Quoi. Voilà, ils deviennent fous. Donc, c'est pour ça, moi, j'insiste là-dessus, sur les images que vous allez voir, cette notion de défendre en avançant, qui est d'autant plus un comportement, à mon avis, assez naturel chez les enfants. Voilà, là, tout le temps. On va voir, défendre en avançant et tout ce que ça peut générer. Ouais, bien sûr, voilà, défendre, voilà, on va le voir aussi. Lui aussi a défendu en avançant, la 9, même si après il était un petit peu en retard, mais tout le monde défend en avançant, on va voir une image là-dessus. Les jeunes filles, j'ai moins d'image de basket féminin, je vous prie de m'en excuser, pour de multiples raisons. Voilà, ces jeunes filles, voilà. Tout le monde défend en avançant. Elle aurait pu faire mieux, la petite 4, voilà, évidemment. On verra sur les aspects liés aux défenses porteurs de balle. Voilà. Défendre en avançant. Voilà. Ici, même si on peut penser que son temps de réaction est encore un petit peu tardif, qu'elle aurait pu faire mieux, on va voir. Ici, peu importe sa taille, hein, un joueur de grande taille, là, il va devoir défendre en avançant, même si c'est un petit peu tard. Il réagit clairement trop tard. Mais en tout cas, il va permettre à tous ses joueurs, à tous ses partenaires de défendre en avançant. Hein, donc sur cette transition, notamment sur panier marqué, c'est simple. Ici, il est un petit peu en retard. Mais il y a cette volonté constamment. Puis on va voir. Voilà. Après, aller chercher des lignes de passe, des choses que vous maîtrisez bien, et tout le monde avance vers la balle. Tout le monde avance sur la balle. Voilà. Voilà, très très bien. Très très bien. Regardez, voilà. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, voilà, cette notion d'avancer sur la ligne de passe et pas d'avancer sur le joueur. C'est bien la ligne de passe qui est importante et c'est bien ça qui est défendu. Alors, parfois, vous allez dire, oui, il y a trop de risques ici. Pas forcément. Alors, parce que effectivement, on n'est pas battu, je parle bien des U12, U13, hein, battu, et qu'il faut accepter au contraire. La notion de prise de risque est inhérente, à mon avis, à l'apprentissage. Voilà, en plus là, voilà, très bien. Allez, bien, défendre en avançant sur la situation de rebond. Voilà, venir sur la ligne de passe, tout le monde avance. Voilà, et après, tout le monde avance en gagnant. Voilà, cette notion, il me reste un quart d'heure, un peu plus. Voilà. Donc ça véritablement, et ça c'est un comportement. On ne parle pas effectivement de compétences défensives, d'appui défensif, d'attitude défensive, on parle pas de comportement et de repères après.
de repère, d'avancer sur les lignes de passe. Avancer sur les lignes de passe, ben, ça permet de générer des interceptions et jouer la contre-attaque. Je me permets juste une aparté avant de lancer des images. Actuellement, il y a un petit débat, même au sein de la fédération, avec des gens qui se promènent, qui vont dans des pays étrangers pour voir comment ils font. Et voilà, il y a un débat si est-ce que nous, on doit continuer à défendre le plus fort possible. Alors moi, je me permets, puisque j'ai la parole ce soir, moi je me prononce clairement, voilà, il faut continuer à défendre. Voilà. C'est l'essence même de notre basket. Voilà, il faut apprendre à nos jeunes joueurs qui ont plein de qualités athlétiques, des qualités de vitesse, des qualités de réaction, d'explosivité, de continuer à défendre parce que vraiment c'est l'ADN de notre basket, ça génère énormément de contre-attaques. Là, ça nous permet nous d'exploiter nos qualités offensives derrière, voilà, et ça nous permet aussi de développer des compétences techniques autour du jeu de passe vers l'avant. Donc ouais, je crois vraiment que pour moi c'est un faux débat. Voilà, je me permettais juste cette aparté. Voilà. Ici, donc, gain de balle, voilà, on va voir derrière tout ce que la problématique de défendre fort, monter sur la ligne de passe. Là, monter sur la ligne de passe, c'est pas défendre entre son joueur et le panier, défendre les lignes de passe, voilà, et générer après effectivement du jeu rapide. Voilà. Je trouve vraiment très intéressant. Il n'y a pas besoin de travailler, savoir s'ils sont en zone presse, s'ils sont en run and jump. Je pense que moi, la zone presse, c'est la perte de temps chez les jeunes joueurs comme ça. Voilà. Au contraire, je verrai sur les images suivantes là. On défend sur un joueur et en fonction de ça, on gère les lignes de passe. Voilà. Et je trouve vraiment cette position-là très très éclairante. Ici. Voilà. Et après, derrière, voilà. Et après projection et registre de passe. Voilà. Et c'est ça que je trouve vraiment. Et je reviens là-dessus. Pour faire ça, voilà, il faut mettre en place des situations pédagogiques tout terrain où les enfants vont prendre du plaisir à faire ça. Et ils vont générer des relations de passe entre eux. Ils vont apprendre à se passer la balle. Et je pense qu'on apprend mieux à se passer la balle quand on gère ça, quand on se met face contre un mur, et qu'on apprend à mettre les pouces comme ça, passer une main comme ça, passer une main comme ça. Voilà, je pense qu'on apprend nettement mieux ça. Voilà, comme ça. Là, passer, repasser. Voilà. Ok. Et je prends les aspects informationnels. Donc voilà, je vais un peu vite là-dessus. Je pense que vous avez compris l'idée. Oui, pas bien. Ouais, j'ai une petite remarque par rapport à ça sur le plan de vue pédagogique. Est-ce que tu utilises beaucoup de situations sur nombre pour travailler ces éléments-là, soit en surnombre défensif, soit en surnombre offensif? Avec bien sûr des contraintes, c'est-à-dire qu'on peut, je pense à des petites situations de 3 contre 1 sans dribble, où on peut mettre en place une situation 3 contre 1, dribble interdit et passe arrière interdit. Donc on génère que des comportements vers l'avant, on génère que des passes vers l'avant, avec la problématique de l'information de la position du défenseur. Et tout ça, après, on trouvera, il suffit d'après chacun trouvera des solutions pour les mises en place de ces situations, mais 3 contre 1, des petites situations à 4 contre 2, toutes ces situations-là, effectivement, qui amènent à la fois des déplacements forts vers l'avant, des prises d'informations par rapport à mon partenaire qui est vers l'avant, et puis bien sûr, des choix de passe. Ça marche. Allez, je te laisse poursuivre. Voilà, puis après, vous avez sans doute entendu parler de cette notion de défense à hauteur, qui est une approche, qui n'est pas seulement une approche française, loin de là. Si vous regardez les matchs d'Euroleague, les gens vraiment défendent de façon remarquable à hauteur. Mais c'est vrai que ça a été un courant, une approche défensive très très forte chez nous là, depuis quelques années. Et je crois que les enfants sont tout à fait prêts à faire ça. Voilà. Défense à hauteur, notion de double tâche, je dirais que je vais venir. Voilà, ici. Encore une fois, je dissuade, c'est-à-dire que ce joueur ne se situe pas entre son joueur et le panier, mais il se situe sur cette ligne de passe où il ouvre les espaces. Et souvent, je me permets cette petite aparté rapide, c'est pas forcément le thème, mais
pour éviter des remarques qui seraient pas liées à ce qu'on veut faire avec ces jeunes joueurs. Là. Ce qu'on veut, c'est qu'on défend comme ça, non pas pour aider. Alors j'insiste vraiment là-dessus. Au contraire, c'est pour renforcer le travail de défense porteur de balle. Et donc, on évite qu'il y ait des espaces trop importants entre les défenseurs, puisque alors on est sur les finales nationales, sur les meilleurs joueurs français, donc forcément ils ont des qualités autour du 1 contre 1, et on ne peut pas penser défendre fort, au contraire ça va à l'inverse, on va obliger ce joueur à reprendre un petit peu d'espace, à se protéger. Et pour éviter qu'il se protège, qu'il se mette en sécurité, voilà, on couvre les espaces, non pas pour aider, encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus, mais pour renforcer la défense porteur, qui pour moi est l'apprentissage prioritaire. Voilà, il revient, voilà, il reprend. Voilà, donc ça, effectivement, là, avancer sur une passe, jouer en avançant, tout le temps. Donc défendre en avançant, défendre en avançant, défendre en avançant. Voilà. Et défendre en avançant sur toutes les lignes de passe. Alors ça, c'est sur des situations de demi-terrain. Voilà. Alors là, c'est abusif, bien sûr, parce que... Oh, pardon, excusez-moi. On est parfois sur des situations abusives. Hein, bien sûr, bien sûr. C'est pas ce qui est demandé. Mais après, ben, ça génère des prises d'information, des prises de décision. C'est pas ce qui est demandé. Là, il est venu aider. Hein, c'est pas du tout ce qui est demandé. Voilà, ça permet après de prendre des décisions et voilà, monter sur une de passe, voilà, tout le temps, pour générer après derrière du jeu. Voilà. Voilà, très bien. Être sur une de passe, monter sur une de passe, et non pas, j'insiste vraiment là-dessus, je voudrais pas être mal compris ce soir. Voilà, c'est bien pour favoriser la défense porteur de balle, et surtout pas pour générer des aides systématiques. Et quand on défend comme ça, souvent, et quand on a des collègues qui sont soit de mauvaise foi, soit qui manquent de compétences, on entend zone. Voilà, quand on défend comme ça, alors qu'on n'est absolument pas en zone, on est bien effectivement sur des défenses porteurs, fortes. Ah, mais bon, effectivement, parfois la mauvaise foi ou l'incompétence, parfois les deux se réunissent, voilà, fait que nos collègues hurlent zone, les collègues à certains endroits. Voilà. Bon, j'en ai terminé, à mon sens, sur tout ce qui est les aspects comportementaux. Voilà. Même si là, la dernière chose qu'on vient de voir sur la défense à hauteur demande effectivement, on est sur des joueurs qui ont un niveau de performance déjà U13 assez élevé, donc ce qui permet d'aller vers ce genre de choses, évidemment, parce qu'ils ont des repères, et c'est plus simple. Je ne vous encourage pas, avec des joueurs débutants ou une équipe très hétérogène, de vous lancer là-dedans. Là, c'était plus, à mon sens, la petite d'information sur cet aspect-là. Maintenant, on va rentrer sur tout ce qui concerne les outils, pour moi, les notions d'aisance. C'est pour moi très important. Je regroupe dans l'aisance plein de choses. Donc, l'aisance avec la balle et dans le 1 contre 1, voilà, qui est bien sûr un outil, on va le voir, derrière, avec de l'ambidextrie, des changements de rythme, de l'aisance dans les lâchers. Cette aisance avec la balle, qui à mon sens, j'insiste vraiment, c'est parce que on donne de la liberté d'initiative aux joueurs qu'on va permettre de développer ça, parce qu'on est tout le temps dans le jeu en avançant, le joueur va pouvoir prendre des initiatives là-dedans, et qui va reconnaître ce qui va lui permettre d'être de la passe ou du dribble, que là on est sur un très fort joueur, donc, qui est à l'aise avec la balle, à l'aise dans ses lâchers. Ici, mais encore une fois, c'est parce que ce joueur, à mon avis, il est important de lui donner de l'initiative, et dès le plus jeune âge, il a eu, j'imagine, cette capacité à prendre l'initiative. Pareil, là, ici. Voilà. Donc ça, on est plus, là, on passe plus, que j'aurais pas le temps de traiter, plus dans la détection, là, hein, voilà, des joueurs forts. Ici, c'est un joueur gaucher, l'aisance des joueurs de grande taille. Voilà, c'est un joueur qui fait 1m90, là. Mais, donc, par exemple, ce jeune joueur, je trouve qu'on pourrait lui interdire de dribbler, par exemple. Tout prétexte qu'il est grand, qu'il fait 1m90, qu'il fera aisément plus de 2 mètres, voilà, et alors qu'au contraire, son profil montre qu'il a de l'aisance motrice et qu'il peut développer ça et qu'il faut
pas forcément d'ailleurs l'encourager, mais lui donner la liberté. Voilà, de le faire. Voilà. Les ans dans la passe, avec toute notion d'ambidextrité, capable de passer main droite, de passer main gauche, notion d'amplitude des gestuels, et puis évidemment, qu'on a vu précédemment, des qualités informationnelles qui se développent, j'insiste, par cette notion de jouer variable. Voilà quelques images. Ouais, je pense vraiment. Je pense que le joueur qui est passeur, vraiment, c'est pour moi un vrai niveau de performance. Dans la détection, voilà. Donc c'est une jeune fille qui est une très très bonne joueuse, voilà, qui passe au bon moment, tout le temps. Et donc ça aussi, c'est, je pense, en multipliant les situations pédagogiques de 2 contre 1, de 3 contre 1, de traverser le terrain, qu'on va développer ça. Voilà, c'est bien ce jeune joueur aussi qui a des fortes qualités et qui parfois surprend souvent ses partenaires, parce qu'il voit, voilà. Voilà, c'est ça. C'est bien que les joueurs forts rendent les autres meilleurs. Voilà. C'était pas le thème, mais je pense que le jeu intérieur est facilité quand on a des joueurs qui sont dans la prise d'initiative et qui peuvent permettre effectivement de donner la balle. Voilà. Ici, je pense qu'en U13, on ne joue pas avec des joueurs postés dos au cercle. Voilà. Dans Bidextree, c'est un joueur, là, vous avez vu, c'est une passe main droite, un joueur gaucher, encore une fois, là, un joueur gaucher qui va passer à ce moment-là avec beaucoup d'amplitude gestuelle. Bourg, joueur gaucher qui passe main droite. Là, pareil, il a vu. Donc voilà, les angles dans la passe. Et enfin, les angles dans le tir. Alors, bien sûr, tir à 3 points, hein, qui est une compétence maintenant développée. C'est logique, ce sont les meilleurs joueurs, c'est normal qu'ils puissent voir du tir à 3 points sur ce niveau-là. Encore une fois, faut-il le laisser, ça c'est un joueur qui fait 1m80. Quand faut-il leur laisser l'espace et pas associer une taille à un poste de jeu. Voilà. Donc le tir à 3 points, différentes situations. Voilà, ce joueur qui est très fort, quand le shooter en step back à 3 points. Les 4 contre-attaque, alors ça pour le coup, qui sont vraiment générés par tout ce projet de jouer en avançant. Le fait de jouer en avançant va créer des multi-situations et quand on parle de répétition, pendant que les images se déroulent, quand on parle de répétition, je crois beaucoup à la notion de répétition situationnelle. Alors bien sûr, je crois évidemment à la répétition analytique, répéter un geste. Bien sûr, hein, il n'y a pas une seule façon d'apprendre, mais la répétition situationnelle, de vivre fréquemment ce genre de choses, créer à l'entraînement des situations qui permettent aux joueurs de vivre fréquemment ça je parle bien de répétition situationnelle, me paraît important. Donc, j'accélère un petit peu. Puis juste, voilà, je une technique dans le tir, laisser les joueurs prendre des initiatives. Voilà. On voit effectivement apparaître, parce qu'il y a du mimétisme, parce qu'ils regardent les autres, que je viendrai tout à l'heure qu'ils apprennent malgré nous, et heureusement qu'ils apprennent malgré nous. Ils voient les joueurs auxquels ils s'identifient faire des choses comme ça, et ils les reproduisent. Alors bien sûr, nous, après, on leur apprend. Mais ce sont des jeunes joueurs là, qui ont 12-13 ans et qui ont des qualités là-dessus, je suis pas sûr qu'ils aient passé énormément de temps à apprendre ça. Mais le mimétisme, je pense, leur permet de créer tout ce volume technique autour du tir. Oui. Qu'est-ce
Petite question, Jean-Pascal, par rapport à tout ça. Quel temps tu consacrerais à l'apprentissage de l'aisance dans toutes les dimensions que tu viens de présenter comparativement à ce que tu nous as présenté au début? Oui, oui. Si j'ai le temps, j'y viendrai rapidement après. Là, j'ai fait une petite présentation là-dessus. Euh, je pense que, comme je l'ai dit, il y a entre 60 et 80% de ma séance qui sont liées au traversée de terrain, au comportement transitionnel, à la situation de jeu réduit, de jeu de surnombre, de jeu global. C'est-à-dire, l'idée, c'est de s'entraîner dans le réel. Donc, ça laisse 20 à 40% de temps qui sont dédiés à ce travail de développement des outils techniques. Voilà. Je pense bien sûr au tir, hein, qui est fondamental. Si on, compliqué, je trouve, de trouver du plaisir dans l'activité basket si on n'est pas capable de mettre des paniers. Donc voilà, mes séances seraient faites, si je devais être d'une équipe U13 d'un club, entre 20 et 40% en fonction des séances. Voilà. Autour vraiment spécifiquement de la partie technique. Même si je pense qu'ils apprennent le tir, c'est ce que j'appelle moi les compétences associées. Ils apprendront le tir aussi en faisant du 2 contre 1, aussi en faisant du 2 contre 2 tout terrain, etc. Ils développeront aussi des compétences autour du tir dans cette phase. Et en regardant Stephen Curry sur Alors, YouTube. bien sûr, et vraiment, vraiment, ouais, ça, tu as raison, Fabien, encouragez-les à regarder, à regarder les joueurs de haut niveau. Voilà, exactement, complètement, absolument. Allez, je te laisse terminer. Merci. Alors, rapidement, ça c'est la défense porteur. Je vais juste. La défense porteur, c'est une compétence essentielle, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, je pense, demander au départ, autant tout ce que je vous ai montré précédemment, ce sont des comportements défensifs. Voilà. La défense porteur, c'est quelque chose qui s'apprend, qui est un apprentissage long. Je, je suis confronté au pôle soir, ça prend du temps. Voilà. Et par exemple, par contre, c'est valable pour tout le monde. C'est pas parce qu'on est petit qu'on défend. Plus on est petit, plus il faut défendre fort, évidemment. Mais en tout cas, c'est tout le monde. C'est tout le monde, mais par contre, on fera une vigilance pour tous, mais qui sera mise en œuvre différemment selon les enfants. Quand on est très très grand, c'est plus difficile de se fléchir. Évidemment, l'espace arrière est plus compliqué, donc on défend son porteur différemment. L'âge pubertaire, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont en retard pubertaire, donc avec un développement musculaire encore quasi absent, donc c'est compliqué, la flexion est très difficile pour eux. Donc tout ça, les zones sont différenciées. Donc, on voit souvent, juste très rapidement, on sait qu'on voit ça, voilà, des ouvertures d'appui, des joueurs qui remontent, voilà, bien sûr. Donc on sait, ça ne veut pas dire que, hein, voilà, déplacement latéral, je remonte mon bassin, je peux plus défendre. Voilà, ici, pareil, avec génération de faute. Voilà. Tout ça, on sait. Qui, voilà, je remonte. Et en plus, carrément, assez souvent, ces comportements, j'écarte les bras comme ça, et je laisse passer, hein, côté un petit peu torero. Là, je ne sais pas, évaluer la distance, je me rapproche, au moment où je me rapproche, effectivement, je suis battu. Voilà. Tout ça, vous avez été confronté à ça. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, je crois, l'enseigner. On n'a pas le temps là, de montrer comment on peut l'enseigner. Et ça s'enseigne. C'est une attitude, évidemment, c'est pas qu'une compétence, mais c'est vraiment une compétence qui s'enseigne parce que derrière, on peut voir des très très belles images défensives sur les joueurs U13. Ah, évidemment, un impératif absolu sur de petites tailles, hein, d'accord, voilà, ici, voilà. C'est la capacité à reculer, là, et à fermer le couloir de jeu direct, et à prise de contact au niveau du torse, voilà. Donc on voit les très très belles images avec l'âge des mains, on pourra en discuter, mais voilà, ce joueur là qui a des titres corrects, mais à un moment donné, voilà, il met les mains, ça pourrait être un débat et l'objet d'une intervention, les âges des mains là-dessus. Voilà. Donc voilà, on va avoir des très belles images, et j'arrêterai là-dessus, voilà. C'est un joueur de grande taille, ça, il fait plus 1m80 là. Voilà, on voit bien les positionnements à hauteur, ça sont intéressants. On va le revoir ici. Là, voilà, capacité, voilà, contact de torse, très très bien. Voilà.
Donc, pareil, également un joueur de grande taille, hein, ici, voilà. Donc, ça s'enseigne. Moi, je veux juste dire, et c'est sans doute le plus difficile, et j'aborderai vraiment pas autour de la défense porteur, quelque chose de compliqué. Mais, en tout cas, c'est quelque chose dont on leur parle beaucoup, et qui est une exigence forte, avec toutes les limites que vous avez vues sur ces images-là. Voilà. Je ne vous montrerai pas ça, je crois que le temps imparti est passé. Je finirai sur ce dont on a discuté. Voilà, intensité de séance, durée de séance. Voilà, et par exemple, construction de séance. Je prendrai Monsieur Fred Aubert, là, qui est l'ancien préparateur physique de la Fédération française de basket, vraiment m'avait éclairé là-dessus, un peu tout le temps. Je vous parlais de ces millefeuilles auxquels moi je ne partage pas, ces millefeuilles techniques. Je fais de tout un peu tout le temps. Voilà. Et je reprends cette notion de franchir la porte du gymnase, ce fameux SAS. C'est-à-dire que quand les enfants franchissent la porte du gymnase, ils savent que ça va se passer comme ça. Par exemple. Voilà. Intensité de séance, durée de séance. Ici. Voilà. S'entraîner dans le réel. Ils savent que voilà, et ça va être, ils savent que ça va être tout ça. Quelle situation pédagogique ils vont faire, ils ne savent pas. Évidemment. Parce qu'il faut qu'ils s'adaptent après, bien sûr. Mais en tout cas, ils savent que ça va traverser le terrain, situation transitionnelle, niveau d'intensité élevé, séance à caractère aérobie intermittent. Vraiment. J'ai oublié, et vraiment c'est une grosse erreur de ma part, rebond offensif. Et derrière, la mise en œuvre autour de jeux de surnom, de rugby, etc. Et je pense que c'est même plus facile pour l'entraîneur parce qu'il a son cadre de séance. Il ne se prend pas la tête à chaque fois de s'interroger comment il va construire sa séance. Et le joueur et l'entraîneur savent exactement comment ça va se passer. Voilà. Et après, on peut envisager une autre type de courbe. Hein. On peut tout à fait envisager ça. Voilà. Si mon cœur de séance est là, il sera un peu plus long, on peut tout à fait envisager une autre courbe là, qui sera peut-être un peu moins longue ici, avec un cœur de séance plus court et un travail technique plus long, évidemment. Mais, en tout cas, mon cœur de séance est là. Voilà. Donc voilà, je crois que j'en ai terminé pour respecter le temps. S'il y a des questions supplémentaires. Ouais, j'ai une petite question. Quand on s'entraîne un peu plus, quand on est en sport-études, est-ce que ça change un peu la répartition des contenus que tu viens de nous présenter sur cette Complètement. heure? Complètement, ouais, tu as tout à fait raison. Ouais, ouais, c'est une question très pertinente. Ouais, évidemment, c'est quand on s'entraîne, que ce soit vous sur Toulouse ou nous sur Montpellier, quand on s'entraîne entre 10 et 15 heures par semaine, ce qui vient d'être montré n'est pas envisageable, parce que derrière, on a des jeunes joueurs qui sont pleins de fragilité, en pleine période de croissance, et donc ils vont vite être blessés. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a du temps. Donc là, moi, je suis bien dans une situation où on est sur 2 entraînements hebdomadaires. Nous, on a du temps, on s'entraîne quotidiennement, et donc on est sur des constructions de séances complètement différentes. On peut avoir un travail technique beaucoup plus important. Je pense que quand on est dans un club avec des entraînements hebdomadaires complètement différents, et que les séances à forte intensité, elles sont choisies, elles sont positionnées dans la semaine. En tout cas, pour nous, c'est comme ça. En tout cas, nous, à Montpellier, quand ils franchissent la porte du gymnase, ils savent ce qui va se passer le lundi, ils savent ce qui va se passer le mardi, etc., là-dessus. Mais en tout cas, on n'est pas systématiquement loin de là sur le schéma que je viens de présenter. Ok, très bien Jean-Pascal. Je vais te remercier pour la qualité de cette intervention et ta disponibilité aujourd'hui. Un grand plaisir. Et puis on va se donner rendez-vous avec Patrick pour le quatrième live, Patrick Chicane, jeudi à 18 heures sur la thématique du jeu sans ballon. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. On va retravailler sur cette thématique-là jeudi à 18 heures pour ce quatrième live avec Patrick. Donc rendez-vous à tous jeudi. On vous souhaite une bonne soirée. Jean-Pascal, je te laisse le mot de la fin et puis on clôturera. J'espère que le plaisir que j'ai pris à préparer cette séance a été communicatif derrière chacun chez vous, derrière votre écran. Vraiment. Voilà. Et puis donc, je fais le souhait de se retrouver très très vite sur les terrains pour, en tout cas en ce qui me concerne, moi, continuer la mise en œuvre de ce projet sur les espaces. Voilà. Merci Fabien. Merci beaucoup. Merci Jean-Pascal. Bonne soirée à vous. Au revoir.